Bon, je vous propose qu'on commence. Vous avez peut-être compris depuis ce matin que un des maîtres mots de la chaire UNESCO Alimentation du Monde, c'est diversité. Diversité des points de vue, diversité des disciplines, diversité des cultures pour aborder ces questions de changement de l'alimentation durable. Cette table ronde reste dans cette tradition, donc on a l'idée de croiser des points de vue différents, de combiner ces points de vue pour essayer de vous fournir une analyse qui, comme l'a dit Anne-Lucie Vac ce matin, on l'espère, va vous régaler. Donc on est exactement comme dans un processus de production d'un agencement, d'un assemblage, comme par exemple comme le vin. Hier soir, on a bu un très bon vin de Corconne, qui était un assemblage de 3 cépages, la Roussanne, la Marsanne et le Grenache blanc. Vous vous demandez qu'est-ce que ça vient faire là? Ça vient tout simplement faire là que j'ai un pari. Je dois prononcer les noms de 2 de ces cépages dans mon introduction. Maintenant que c'est fait, on passe aux choses sérieuses. Donc on a 3 points de vue, que sont nos 3 invités que je remercie déjà d'être venus, certains de très loin, puisque je commence par ceux qui arrivent du plus loin. Francis Akindes est professeur de sociologie à l'université Alassane Ouattara, qui se situe à Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire. C'est un vieux compagnon de route et qui a travaillé il y a longtemps sur les questions de changement alimentaire, en particulier en Côte d'Ivoire, en Afrique, et notamment de ces changements alimentaires sous la crise qui a été en particulier provoquée par les ajustements structurels qu'a connu l'Afrique dans les années 90. Francis a développé des tas d'autres travaux, mais on retravaille avec lui depuis quelque temps sur les changements alimentaires. Et ça m'intéresse d'avoir son regard de sociologue après avoir fait un détour par autre chose que l'alimentation. Alors d'un petit peu plus près, mais quand même un peu plus loin que Paris, on a Thomas Boller, qui est là, qui est économiste de l'environnement, qui travaille dans une équipe à l'Université libre de Bruxelles, une équipe qui s'appelle le Centre d'études du développement durable, qui est dirigée par Edwin Zaka, qui est un des spécialistes aussi des questions du rôle de la consommation dans les projets de développement durable. Bon, mais Edwin Thomas est plutôt sur les questions d'économie de l'environnement, et c'est intéressant d'avoir un regard d'économiste sur la question des incitations au comportement. Et puis enfin, alors on n'est plus avec un chercheur, on est avec un acteur associatif qui est Charles Pernin, qui est au CLCV, c'est-à-dire l'association Consommation, Logement et Cadre de Vie, qui est une des grandes associations de consommateurs françaises, qui participe à beaucoup d'instances de discussion politique sur la question de changement du système alimentaire. Donc voilà, 3 points de vue différents, 3 points de vue disciplinaires différents, 3 points de vue culturels différents. Je vais vous proposer, dans un premier temps, parce que vous n'avez pas pris la parole durant la journée, de dire en 2-3 minutes une idée que vous ont inspiré les débats depuis ce matin, librement. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Qu'est-ce que vous avez envie de nous faire passer comme une idée? Et vous allez après creuser un certain nombre d'autres aspects. Mais je vous laisse librement réagir à ce qui s'est dit depuis ce matin, si vous le voulez. On commence dans le même ordre. Francis, tu veux dire un mot? Merci Nicolas. Voilà, la première réaction que j'ai eue en écoutant tous les exposés, depuis celui de Poulain jusqu'au dernier qu'on a entendu, c'est pourquoi ils ont appelé ce colloque alimentation vers de nouveaux modes de consommation. Moi, j'aurais dit plutôt l'utopie au secours du savoir-faire vertueux. Parce que j'ai lu quand j'étais étudiant, on continue de revisiter ces choses, des bouquins de philosophie sociale qui nous parlaient de Fourier, de Thomas More, ou encore de gens comme Proudhon, Saint-Simon, qui voulaient inventer un monde. Je pense encore plus à quelqu'un comme Jules Verne, qui vous envoie, qui vous fait faire des explorations d'endroits inconnus. Et c'est des postures que l'on observe quand on est dans des phases de mutation où on a besoin de se réinventer. Et j'ai eu l'impression ce matin qu'on était dans une phase de remobilisation de la réflexion, le temps de la pensée critique avec tout cet effort de théorisation sur la décroissance, sur les économies sociales et solidaires, sur l'idée de consommer autrement, apparemment pas vraiment passé, mais
on a besoin maintenant de passer de ce temps de réflexion au temps de l'action. Et justement, des grandes idées telles que le rideau noir, je retourne à Abidjan avec cette idée. Je vais la soumettre à quelques personnes que ça pourrait peut-être inspirer, mais je n'expliquerai pas quelle a été, comment les femmes ont dû prendre le train en marche. Alors, voilà, donc j'ai le sentiment qu'on est passé du temps de la pensée au temps de l'action, avec toutes ces initiatives dont on a entendu parler, le jardin pédagogique de Magnol, l'éco-cook, le collectif Footnote Bomb. Alors, pour moi, c'est des signes forts d'une réinvention, de la réinvention de monde. Merci, Francis. Tom, je fais dans l'ordre de présentation. Tom, un mot? Oui, un mot rapide, vu que tu le demandes. Oui, ce que j'ai retenu de cette journée, en fait, c'est 3 points, mais 3 points qui se relient en fait par la première lettre avec laquelle il commence, à savoir le C. 3 mots en fait, crise, collectif et consommation. Pourquoi crise? L'exposé de M. Poulain, le professeur Poulain, m'a fait penser à de multiples moments en fait à la sous-estimation que nous avons, je crois, tous dans le milieu des praticiens, mais aussi dans le milieu des gens qui s'occupent de politiques publiques en matière de consommation alternative, des effets d'impulsion que peuvent être les crises, en fait. Poulain a présenté ce matin, en fait, les travaux dont concourait MED aux États-Unis. Ce sont des travaux en fait, qui s'insèrent vraiment dans un moment de crise profonde, à savoir le début de la Deuxième Guerre mondiale. L'Académie nationale des sciences aux États-Unis a été elle-même créée à un moment de crise, et le premier but de cette académie a été, au milieu des années du 19e siècle, de mettre en place de nouveaux modèles de pensée, la balistique. La science vraiment au profit d'une résolution en fait, d'un moment de crise. Et je crois, j'ai très peu entendu le mot crise en fait au cours de la journée, et je trouve ça un peu interrogatoire dans le sens que si je vais dans d'autres cénacles, j'habite Bruxelles comme ça a été dit, et en fait j'habite par concours de circonstances, j'habite à 50 mètres du Parlement européen, donc en fait je vois de mon living le Parlement européen. Tous mes voisins sont des gens qui travaillent au Parlement européen, parlementaires et ou assistants parlementaires. Et donc j'y vais souvent en fait écouter les débats qui s'y mènent. Et pour l'instant, le mot crise au pluriel est quelque chose d'extrêmement présent parmi ces acteurs-là. Crise financière, oui, bon, ça peut nous intéresser un peu moins. Crise économique, crise climatique, crise de la biodiversité, crise des services écosystémiques. Crise du retrait de l'État, c'est quelque chose qu'en Belgique on le vit beaucoup moins, en France je crois ça commence tout doucement à venir, mais il y a des États au niveau européen qui vivent clairement un retrait massif de l'État et qui donc laissent quelque part un vide à notamment des modes de consommation alternatifs, des nouvelles façons de réinventer en fait la consommation. Et ça c'est quelque chose qu'on voit, que les acteurs du sud européen, mais aussi d'Angleterre nous rapportent. Il y a des choses qui sont en train de se passer d'une manière très 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 massive face à des moments d'impulsion de type crise. Alors le deuxième mot que je retiens en fait, qui est plutôt lié à toutes les exposés liés aux expériences, aux pratiques que nous avons vues, c'est l'importance du collectif. Je crois qu'il n'y avait pas une présentation qui ne parlait pas de manière explicite de la force, de la dynamique qui se trouve dans ces collectifs. Alors effectivement, à chaque fois, ce sont des collectifs qui sont différents. Parfois, ce sont des collectifs de consommateurs, parfois des collectifs de consommateurs producteurs. Parfois, le collectif se constitue dans l'interstice entre ces deux gros acteurs de la consommation, tels que nous l'entendions au XXe siècle. Et ça m'amène en fait au troisième C, qui est je crois, une partielle remise en question aujourd'hui qu'il faut mener au niveau de la conceptualisation de ce qu'est la consommation. Quand on parle consommation, et le colloque porte consommation en son titre, on a l'idée un peu sous-jacente que on est dans un monde bipolaire en fait, entre consommation d'une part et production d'autre part, qui est en fait, à mon sens, un artefact conceptuel
d'un monde hyper économisé, commercialo-industriel, des interactions et des rapports que nous avons entre nous, mais aussi avec la nature, avec les aliments dans le cas qui nous occupe aujourd'hui. Ce côté bipolaire, en fait, est aujourd'hui quelque chose qui, conceptuellement, je crois, fait beaucoup de mal, en fait, à la réinvention des modes de consommation qui, pour moi, ne sont plus vraiment les modes de consommation, mais qui sont une réinvention de nouvelles pratiques alternatives, alors qui sont probablement même pas des pratiques alimentaires. Parce que là aussi, je rejoins ce qui a été dit ce matin par Poulain. L'alimentation en elle-même, si on prend par exemple une unité comme un ménage, ne fait presque pas de sens en fait. On ne consomme pas de la viande. On a les repas familiaux, on a des repas le soir, le week-end. C'est ça en fait qui se passe. C'est ça la conceptualisation juste de ce qui se passe. Et là-dedans, effectivement, il y a des actes d'achat, d'approvisionnement, de déchets, etc. Mais l'unité de pensée, je crois qu'il faut réinstaurer, c'est une unité qui se trouve au niveau de la pratique, au niveau de la théorie des pratiques. Et je vais peut-être y revenir, si j'ai le temps. Oui, merci tout d'abord de l'invitation à participer à ce colloque et à cette table ronde. Donc moi, mon impression par rapport aux différents exposés depuis ce matin, c'est, je dirais, une impression de foisonnement et de très grande diversité et de créativité assez réjouissante, en fait. Cette créativité et cette diversité, c'est celle des acteurs qui sont à l'origine de ces initiatives. Il y a aussi une diversité géographique, et ce qui m'a frappé, c'est que finalement, aux quatre coins de la planète, on voit qu'il y a un certain nombre de dynamiques qui se mettent en place et qui vont un peu dans le même sens, qui est le sens d'interroger, de réinterroger le modèle de consommation et de production dominant. Donc ça me paraît effectivement assez frappant. En même temps, la question que je me pose, c'est est-ce que tout ça est si nouveau que ça? J'ai pas forcément été... Enfin, ce qui m'a semblé, c'est quand on reproduit en fait des choses qui existaient peut-être déjà il y a 100 ans ou 200 ans ou 50 ans, on l'a bien vu avec les coopératives, sous des formes sans doute différentes, avec des acteurs différents, mais finalement ces logiques ne sont pas forcément venues de nulle part, elles préexistaient il y a effectivement un certain nombre d'années. Mais peut-être que ce qui est un élément de nouveauté, c'est la capacité qu'ont aujourd'hui les consommateurs et les citoyens d'échanger à des échelles globales et peut-être de se mettre en réseau, de connaître ces initiatives qui ont lieu à l'autre bout de la planète, de se mettre peut-être en relation avec des producteurs qui sont aussi à l'autre bout de la planète. Et ça, je pense que c'est vraiment un élément nouveau dans le paysage. Et donc, c'est évidemment lié à toutes ces nouvelles technologies de l'information et de la communication qui font partie du quotidien d'un nombre croissant de consommateurs, même si c'est à nuancer en fonction du niveau de développement économique des différents pays. Mais voilà, je pense que c'est quand même un élément, puisque le thème de la journée, c'est vers de nouveaux modes de consommation. Je pense que c'est quand même un élément fort de nouveauté dans le paysage. Merci. Merci à tous les trois. Vous avez donc vu que le titre de la table ronde, c'est « Quelle acceptabilité par les consommateurs ?» Je voudrais qu'on commence d'abord par interroger et prendre un peu de temps pour interroger cette histoire d'acceptabilité. Est-ce que ça a encore du sens de parler d'acceptabilité du consommateur? Est-ce qu'on peut encore continuer de considérer, et je vais d'abord m'adresser à Thomas pour qu'il nous réponde, et puis nos deux autres intervenants réagiront, est-ce qu'on peut continuer de considérer qu'on est toujours dans une situation où on a d'un côté des gens potentiellement consommateurs qui ont des attentes, qui ont des préoccupations, qu'ils manifestent et pour lesquelles le secteur agroalimentaire répond. Il répond aux attentes des consommateurs. Un consommateur roi, c'est lui qui décide in fine. D'ailleurs, si je veux mesurer l'attente sociétale, je lui demande combien il est prêt à payer pour les nouveaux attributs que je lui propose. Est-ce que c'est toujours dans ce sens-là qu'on a intérêt à raisonner la question de l'acceptabilité? Est-ce qu'on pourrait toujours raisonner acceptabilité si on imaginait que les comportements alimentaires, que la demande, la fameuse demande alimentaire, elle est totalement construite par l'offre? Est-ce que les enfants, quand ils naissent, ils veulent du commerce équitable? Ils veulent de l'environnement, ils veulent de la santé, ils veulent de l'équité, ils veulent tout ce que vous voulez?
qui sont aujourd'hui des nouveaux attributs et des nouveaux moyens pour le secteur agroalimentaire de vous vendre de la valeur immatérielle dans un marché complètement saturé. Est-ce que ça a encore un sens de parler d'acceptabilité si je regarde que les changements qu'on voit frémir apparaissent venir des citoyens, des consommateurs? Ils ne sont pas demandés si c'est acceptable, ils se mettent à bouger, c'est ce que vous dites, foisonnement d'initiatives. Donc j'aimerais avoir un peu l'avis de Thomas qui a, je sais, réfléchi sur ces questions. Qu'est-ce que ça veut dire acceptabilité du consommateur aujourd'hui? Comment on peut reprendre le problème autrement éventuellement? Et puis ensuite de demander à Francis et Charles de réagir s'ils le souhaitent. Oui, ça me permet en fait de réitérer un peu le message que j'ai essayé d'introduire il y a quelques minutes. Du moment où on commence à remettre en question la raison d'être même de penser consommation et donc de penser consommateur, quelque part la question de l'acceptabilité des consommateurs, de nouvelles façons de faire, de nouveaux modes de consommation alimentaire, par nécessité même, il faut aussi la remettre en question. Il y a, à mon sens, relativement peu de raisons de penser que nous sommes... qu'en tant que consommateurs, nous ne sommes pas dans un univers en fait, qui est extrêmement prédéterminé par toute une série de choses. Nous sommes dans nos actes de consommation, en tout cas ce qu'on appelle des actes de consommation, nous sommes insérés dans un déterminisme assez fort en fait, relatif aux infrastructures qui nous entourent, relatif aux structures sociétales et familiales dans lesquelles nous évoluons, relatives aux technologies que nous utilisons ou qui sont mises à notre disposition, relatives aux différents marchés dont nous pouvons œuvrer, sur lesquels nous pouvons œuvrer. Toutes ces choses font que la réelle question n'est pas une question d'acceptabilité en fait, de nouveaux modes de consommation, mais c'est plutôt une question de comment est-ce que nous pouvons arriver à infuser auprès d'une masse critique suffisante d'individus, alors j'utilise plus le mot de consommateurs, mais d'individus, de citoyens si vous voulez, comment est-ce qu'on peut infuser auprès d'une masse critique de citoyens des pratiques que nous pouvons considérer comme étant des pratiques alternatives et qui touchent d'une manière frontale, directe à l'alimentation. Je crois le plaidoyer que nous avons entendu ce matin de Artisans du Monde, du représentant d'Artisans du Monde, a été en fait un exemple assez parlant de ça. Une association qui se met elle-même, après un temps de réflexion que j'imagine assez douloureux, dans une configuration d'une réelle alternative, de ne plus vouloir nécessairement jouer le rôle d'une réforme douce, mais vraiment de porter un message fort, citoyen, qu'elle revendique, qu'elle veut aussi politique, va absolument dans ce sens. Je crois, si nous voulons entendre ce message que nous vivons des pratiques au quotidien, alors à ce moment-là, ce n'est pas une question de construire de l'acceptabilité, mais c'est plutôt une question pour le régulateur, qu'il soit étatique ou qu'il soit justement construit par nous-mêmes, par la constitution, par exemple, d'un collectif de je ne sais pas quoi, d'ouvrir des espaces du possible, en fait, des espaces d'expérimentation, si vous voulez, des espaces d'innovation. Alors, innovation, au niveau européen, pour l'instant, on parle énormément d'innovation sociale. Dans les cénacles un peu plus scientifiques, on parle d'innovation socio-technique. Et ça nous amène en fait sur une pente d'argumenter en fait ces pratiques alternatives comme étant en fait des innovations que nous vivons, qu'un certain nombre d'entre nous vivent, comme un certain nombre de consommateurs sont des précurseurs dans l'utilisation d'un certain nombre de technologies, de GSM, des choses de cet ordre-là. Nous pouvons, dans une certaine façon, considérer que des pratiques alternatives, par exemple de jardinage collectif, sont du même registre. Ce sont des expérimentations menées collectivement avec souvent beaucoup de mal au début de pouvoir vraiment se constituer comme étant quelque chose de cohérent, comme étant quelque chose d'efficace, comme étant quelque chose qui fonctionne dans la durée, mais où la construction
collective, et le mot collectif, vous le sentez, revient souvent en fait, où la construction collective de savoir et l'échange de savoir devient aujourd'hui en fait vraiment le hic majeur. Un peu comme de la diffusion de technologies, d'innovations technologiques, à un moment donné, il faut dépasser en fait le niveau de prototypage et il faut faire passer en fait la technologie, mais ici dans ce sens c'est pas une technologie, mais c'est du savoir-faire, savoir passer l'information. Et on le voit en termes de ces innovations et en termes de ces pratiques que de plus en plus de collectifs en fait se fédèrent d'une façon ou d'une autre et font passer en fait ces informations d'une manière relativement structurée. Il ne faut pas oublier que en France vous avez ce terme magnifique de bobo qui est beaucoup utilisé de manière péjorative, mais qui a cet avantage énorme que les gens qui sont connectés à ces pratiques alternatives sont souvent des gens qui ont un capital intellectuel relativement important et donc qui ont un capital savoir relativement important et qui savent en fait manipuler, construire, analyser ce qu'ils sont en train de faire. Donc ils sont dans un mode de construction de réflexivité relativement fort et qui du coup peuvent faire passer les messages. Qu'est-ce qui fonctionne pas, comment est-ce qu'on doit faire si on est face à tel type de problème, etc. Et on voit aujourd'hui se construire en fait des fédérations institutionnalisées qui sont de plus en plus présentes sur la table, autour de la table de négociation et qui deviennent en fait des acteurs à part entière, un peu comme les artisans du monde qui sont en fait qui essayent de se construire comme étant des acteurs avec un message politique fort. Et si on accepte en fait toute cette chaîne de raisonnement, en fait, la question de l'acceptabilité des consommateurs de façon de faire d'une manière différente devient en fait un peu obsolète parce qu'on n'est plus face à un acte d'achat unique où il faut accepter des messages, enfin il faut accepter de vouloir faire les choses de manière un peu plus éthique et environnementalement consciente, mais on est vraiment dans la construction de tout à fait autre chose en fait. D'une façon de vivre, d'une façon d'être, d'une façon de penser, d'une façon de mobiliser, d'une façon de se fédérer ensemble, de penser, etc., etc. Bon, alors si je comprends bien, le problème n'est pas d'étudier l'acceptabilité, c'est comme tu dis, infuser auprès d'une masse critique de citoyens des pratiques, on va dire, plus vertueuses. Donc ça veut dire qu'on ne touche pas au secteur de l'offre, on ne cherche pas à savoir s'ils accepteraient de changer. On ne toucherait pas au secteur industriel, on ne toucherait pas à la distribution, et le problème reste toujours le citoyen, le consommateur, qu'il faut alors soit infuser, soit convaincre. Comment vous voyez la question de l'éventuelle remise en cause de l'idée que, in fine, c'est le consommateur, malgré tout, qui valide? Je crois, in fine, ce n'est pas le consommateur qui valide, mais in fine, c'est le citoyen qui valide. Et nous sommes consommateurs et citoyens au quotidien, et donc il n'y a pas moyen de passer outre ça. On le voit avec les innovations socio-techniques ou technico-agricoles qui ont réussi, entre guillemets. Prenons l'exemple du bio, par exemple, de l'agriculture bio, qui est bien inséré dans le tissu, justement le tissu industriel aussi, et qui aujourd'hui est face à quelque chose dont a aussi parlé les mémoires qui a été primé, face à un problème réel qui est la conventionnalisation et qui fait que l'essence même de l'agriculture bio telle qu'elle était conçue et pratiquée dans ses débuts est en train de massivement disparaître. Et je crois l'intelligence qu'ont un certain nombre de praticiens du bio est justement de reconnaître ce problème-là et de se dire on n'est pas juste en train de faire de l'alimentaire, on est en train de faire autre chose en fait. On est en train de revoir la qualité des aliments, la façon de faire de l'agriculture, la façon aussi de s'insérer dans un tissu social, la façon de faire du business touristique, si vous voulez, etc., etc. Et je crois que l'impulsion viendra, est venue, il viendra tout le temps des individus, en fait, du citoyen. Alors, heureusement, on voit aujourd'hui que les choses qui fonctionnent sont des choses qui fonctionnent en fait en collectif, comme je l'ai dit, et ça nous enlève quand même le poids de l'initiative personnelle, en fait. Et d'où la nécessité et la force de ces collectifs. Francis ou Charles, vous avez envie de réagir là-dessus, rapidement? Mais je voudrais attirer l'attention sur l'idée que
tout ce questionnement naît à la suite du constat qu'on a fait de l'épuisement du modèle néolibéral. Et j'ai été personnellement attiré par les justificatifs des artisans du monde quand ils disaient ce matin « on le fait parce que c'est une question de droit, qu'il faut rattacher l'alternative à un message politique ». Et pour lui, il fallait être citoyen avant d'être consommateur. Je pense que là, il y a une différence des mondes, une très grande différence des mondes face à cette idée de promotion de comportements plus vertueux. Parce que avant d'en arriver là, ce que nous ne disons pas assez, c'est que ça veut dire qu'on est tous d'accord ici qu'il y a une conscience du risque qui est partagée. À partir du moment où on partage là la conscience du risque lié à la manière de nous alimenter en ce moment, on peut penser à un modèle alternatif. Or, on note une asymétrie de pouvoir, justement de participation, à ce processus de réinvention de modèles alternatifs. Parce que la conscience du risque n'est pas également partagée. Tous les mondes n'ont pas la même conscience du risque. Et d'ailleurs, pour plusieurs raisons. Première raison, à mon avis, c'est la différence dans la disponibilité de la masse critique. J'appelle masse critique toutes les ressources qu'on peut mobiliser, dont on peut mobiliser les imaginaires face à ces risques. On a entendu depuis ce matin une diversité d'initiatives collectives, et d'ailleurs des initiatives qui en arrivent maintenant à des échanges, à des échelles géographiques, États-Unis, France. Mais ce que ces mondes qui échangent, partagent, c'est d'abord une conscience du risque. Or, ce n'est pas évident que tous les mondes partagent cette conscience du risque. Je le note particulièrement sous les tropiques et particulièrement dans les pays africains où il y a d'autres priorités. La deuxième chose, c'est que on est en face de sociétés civiles, je dirais en face de forces différenciées des sociétés civiles. Parce que en Europe, l'idée de société civile a émergé pour être pratiquement, pour servir de contrepoids à l'État, ou aux États, ou pour compléter l'État sur ce qu'il n'arrive pas à délivrer comme service. Alors, lorsqu'on parle d'alimentation, on voit derrière le poids des puissances industrielles. On en a parlé ce matin. Mais justement, si on se trouve dans des mondes où il n'y a pas cette force sociale incarnée dans les formes diverses de société civile, vous imaginez les différences qu'on peut observer en matière de construction d'alternatives. Et ça, c'est un élément essentiel dans la réflexion sur ces choses-là, parce qu'on est déjà, par exemple, dans les pays du Sud, face à des États qui sont faibles, qui ont beaucoup de mal à protéger leur population sur des choses basiques, qui sont pris dans une espèce d'étau des recettes fiscales, des opportunités de corruption, et aussi des menaces de délocalisation s'ils sont trop exigeants sur la réglementation. Vous voyez? Donc c'est un ensemble de facteurs qui créent ce que j'appelle asymétrie du pouvoir face à la gestion du risque, notamment par la création d'alternatives. Lorsqu'il n'y a pas une masse critique disponible pour faire ce travail de réflexion, on peut imaginer que ça ne peut pas apparaître comme étant une préoccupation dans certains mondes. Charles ? Oui. Si je reprends la question que tu posais en la reformulant telle que je la comprends et telle que moi elle m'intéresse, c'est finalement de se dire, est-ce que par rapport à ces grands enjeux collectifs à plus ou moins long terme, qu'il s'agisse d'environnement, de réduction des inégalités au niveau mondial ou de prise en compte des pandémies liées à l'alimentation, est-ce que par rapport à ces grands enjeux collectifs, c'est au final
l'acteur individuel consommateur qui est au cœur du débat, et c'est à lui qu'il revient dans son quotidien de consommateur de prendre ces enjeux en compte et de progressivement les résoudre. Alors je pense que ça c'est une illusion pour des raisons qu'on peut comprendre assez facilement. Alors si on se place dans le cadre du consommateur occidental, il est parfaitement illusoire d'imaginer que les gens, quand ils vont choisir leur paquet de céréales ou leur yaourt, vont intégrer toutes les dimensions environnementales, les dimensions sanitaires et les dimensions sociales sur la répartition de la valeur ajoutée, par exemple, au moment où ils vont choisir leur paquet de céréales dans le rayon du supermarché. Donc il y a tout un tas de raisons à ça, ne serait-ce que le temps disponible, les connaissances disponibles par tout un chacun qui limitent la capacité à intégrer tous ces éléments au moment d'un choix qui ne dure que quelques secondes. Et puis, on sait bien qu'en matière d'alimentation, on ne fait pas que des choix rationnels, il y a une dimension affective, psychologique, une dimension de plaisir, une dimension d'impulsion qui vont bien souvent l'emporter sur les grands enjeux collectifs à plus ou moins long terme. Et puis, l'autre aspect qu'il faut prendre en compte, c'est si on imagine effectivement un système où tous les produits auraient accès au marché, toute l'offre, quels que soient ses impacts environnementaux, sociaux, pourrait accéder au marché, dans la mesure où le consommateur serait parfaitement informé de ses impacts, eh bien, on serait dans un scénario où probablement on aurait une offre alimentaire à plusieurs vitesses, avec des produits très vertueux mais beaucoup plus chers, et des produits avec un impact déplorable sur l'environnement, la santé ou les aspects sociaux, qui seraient, eux, beaucoup moins chers, et au final, un système très inéquitable, avec des impacts aussi complètement non maîtrisés. Donc je pense qu'il y a vraiment un péril si on se projette dans ce scénario où c'est le consommateur à titre individuel qui est l'ultime arbitre de tous ces enjeux collectifs. Et évidemment, il faut trouver d'autres manières de réguler le système marchand. Et ça, c'est une bonne nouvelle puisque ça redonne de la place à des contre-pouvoirs, au pouvoir politique évidemment. Et je pense que ces enjeux évidemment ne peuvent pas être traités simplement par le marché. Donc du coup, cette question de l'acceptabilité par le consommateur, c'est un petit peu une question en trompe-l'œil. Et on voit bien que les problèmes, très probablement, doivent être prévenus et doivent être traités en amont finalement. Et pas, on ne doit pas attendre le stade de la consommation et du choix individuel pour les prendre en compte. Bon, finalement, c'est assez singulier d'entendre un représentant d'une association de consommateurs nous dire que finalement, le consommateur, c'est peut-être pas ça le problème. Mais on va revenir tout à l'heure, du coup, sur la question que je te poserai, c'est à quoi vous servez en tant qu'association de consommateurs. Je sais que vous avez des réponses, c'est pour ça que je vais la poser. J'ai envie de revenir à ce que Francis a dit tout à l'heure, pour malgré tout se poser la question de tout ce qu'on a discuté ce matin est d'abord lié à des préoccupations environnementales, sociales, santé, c'est-à-dire des changements de l'alimentation qui n'impactent pas directement et immédiatement le consommateur, qui, on pourrait dire, renvoie à des impacts de long terme, à des impacts sur les autres, mais ne le concerne pas directement. Alors la question que je me pose et que tu amorces, c'est est-ce que ça c'est une affaire de nantis déjà satisfaits, qui ont déjà satisfait leurs besoins nutritionnels minimaux? Est-ce que c'est quelque chose, cette idée d'avoir une consommation dont la responsabilité n'a pas d'impact sur toi-même immédiatement? Est-ce que ça veut dire qu'elle est partagée dans des pays à faible pouvoir d'achat, à horizon temporel extrêmement court, je ne sais même pas si j'arrive à manger à la fin de la semaine, ce que tu connais et que tu as particulièrement étudié en Afrique, ou bien est-ce que c'est une fausse façon de voir le problème, c'est-à-dire de considérer que finalement ça serait nous des problèmes de nantis et qu'en Afrique ça ne serait pas ça le problème?
Moi, j'ai entendu quand même des politiques africains dire que ces questions environnementales, ces questions d'équité, ces questions de travail des enfants, c'était des nouvelles façons pour les industriels des pays du Nord d'imposer de nouvelles contraintes aux producteurs du Sud, de façon à garder une certaine maîtrise sur eux, de façon à pouvoir contrôler ce qu'ils font, contrôler que les enfants vont bien à l'école, contrôler que les femmes ne travaillent pas trop, contrôler qu'ils se nourrissent correctement, et donc comme une nouvelle forme de contrôle à distance. Et j'aimerais que tu nous parles éventuellement de ce qui, parfois, m'apparaît comme des mouvements de rejet du système de l'hygiène, de la santé, de l'environnement, dans lesquels, me semble-t-il, parfois s'affirme même une volonté de contrer ça et de le contester même. Je sais que tu as des exemples à Abidjan ou ailleurs, et j'aimerais bien t'entendre là-dessus, puis je vous laisserai réagir ensuite. Je disais d'entrée de jeu tout à l'heure que ces mouvements dont on a entendu parler sont le résultat d'un processus. C'est-à-dire qu'avant ça, il y a eu tout un travail de prise de conscience du risque. Et je disais également qu'on n'a pas la même conscience du risque dans les pays du Nord et dans les pays du Sud. Alors, d'abord, on n'a pas la même conscience du risque. Ça se mesure à quoi? En Afrique, vous allez entendre parler d'associations de consommateurs, par mimétisme, mais généralement, ils n'ont ni les moyens intellectuels, ni les moyens matériels de jouer le rôle auquel ils prétendent. Alors, vous me direz, à quoi servent-ils? Ils vont grossir de temps en temps les rangs des mouvements contre la vie chère. C'est à ces moments-là qu'ils donnent la voix, généralement. Mais ils n'ont aucune connaissance des risques liés à l'évolution des questions alimentaires. Ils n'ont aucune idée de tout ça. Ça, c'est la première chose. Là, tout ce qui est risque lié à l'alimentation est géré de manière individuelle. Bon, vous allez voir maintenant, dans les capitales africaines, il y a la captation commerciale de quelques peurs, les peurs de la classe moyenne supérieure. Vous allez voir des boutiques alimentaires bio dans les capitales africaines. Ça, il y a une catégorie de gens qui partagent les mêmes peurs qu'en Occident et qui peuvent se payer ce type de produit parce qu'ils estiment que si la lutte est engagée pour cela en Europe, ça doit être vrai. Et ils ont les moyens de se payer les formes d'alternatives produites au Nord. Ceux qui n'ont pas les moyens, d'abord, de comprendre les enjeux, parce que dans le discours sur l'alimentation alternative, c'est un condensé de beaucoup de choses, les risques environnementaux, les risques sociaux, les risques économiques. C'est très complexe pour ceux qui n'ont pas suivi le processus intellectuel qui a conduit à cela. C'est pourquoi j'insistais d'entrée de jeu sur le temps de la pensée. On n'a pas du tout parlé de ces choses-là le matin, la politique de décroissance, effet sur l'environnement, des types de production. Je crois que tout le monde était d'accord sur ça et on a plutôt focalisé les réflexions sur comment manger autrement. Alors, les gens dans le Sud n'en sont pas là. Quand vous dépensez plus de 35% de votre revenu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous appartenez à une catégorie qu'on appelle pauvre. Alors, vous n'avez pas le temps de réfléchir au futur. Vous êtes dans le présent, la gestion du présent. Vous êtes pris dans la nasse du court terme et vous ne comprendrez pas que, justement, vous ne comprendrez rien à ce discours futuriste, protecteur du consommateur dans le futur, puisque vous avez des problèmes de gestion du court terme. Évidemment, quand la pauvreté s'étend dans un espace, les pauvres sont soumis à d'autres formes de pression, c'est-à-dire d'abord la pression du revenu, mais dès qu'il y a la pression du revenu, il y a des alternatives qui se présentent. Notamment, par exemple, sur le marché, la quantité de produits chinois. Évidemment, je vous parlais tantôt de l'État qui ne réagit pas, mais l'État ne peut pas réagir, mais
à défaut de... L'État ne peut pas réagir parce qu'il n'a pas les moyens d'organiser une quelconque résistance face aux puissances industrielles. Mais si vous ne pouvez pas proposer une alternative aux consommateurs, la logique c'est ne les empêchons pas de trouver des solutions là où ils estiment qu'ils peuvent les trouver. Et là se logent les Chinois. Alors, les Chinois savent que l'appauvrissement d'une société est une opportunité économique. Ils ne sont d'ailleurs pas les seuls. Il y a les Chinois, il y a les opérateurs de téléphonie mobile, il y a les pasteurs, il y a l'industrie de la microfinance. Ils savent que les pauvres sont intéressants et qu'ils sont rentables. Alors, du coup, dans un environnement comme celui-là, vous voyez, la classe qui est juste en dessous, ceux qui dépensent pour l'alimentation entre 20% et 30% de leurs revenus, eh bien, ils s'engouffrent dans cette catégorie. Ils vont consommer ces produits. Quelle garantie a le consommateur dans des environnements comme ceux-là, où il n'a pas accès à l'information sur ce qu'on lui propose, mais il a une pression sur ses ressources. Il a besoin de manger dans l'immédiat. Eh bien, dans un environnement comme ça, on construit un discours de rejet de ce que dit l'autre et qu'on n'a pas forcément envie d'écouter parce que si même l'on prenait conscience de ce qu'il dit, on n'a pas les moyens d'y répondre. Et puis, on a d'autres repères par rapport à la chose mangée. La qualité n'est pas forcément un souci dans un monde de revenus limités. La première chose à résoudre, le premier problème à résoudre, il faut caler le ventre et pouvoir résister toute une journée. Et demain sera un autre jour. C'est ça, le problème du monde des pauvres. Alors, du coup, on peut comprendre qu'ils considèrent un peu tout ce discours comme un discours de société repue. Et qui, de toutes les façons, sont les mêmes à défendre ces idées, mais à importer des produits qui peuvent être encore nocifs à la santé. Donc, l'art du double discours. Et vous voyez, vous avez tout ce discours face à la question de l'environnement. Et sur la question de l'environnement, c'est encore beaucoup plus prononcé et plus clairement exprimé que sur la question de consommation. On dit, mais ils ont détruit, eux, leur forêt, ils viennent nous demander de protéger les nôtres. Détruisons pour qu'arriver au même niveau, on puisse réfléchir ensemble. Voilà la thèse. Voilà. Charles ou Thomas, vous voulez réagir là-dessus? Je voulais juste... c'est une remarque qui n'est pas directement en lien avec ce que vous venez d'expliquer, mais ce qui complique encore les choses, je pense, c'est que là, on disait, voilà, comment faire pour essayer de promouvoir des comportements vertueux. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne sait même pas exactement définir ce qu'est un comportement plus vertueux qu'un autre. C'est parfois très compliqué quand on rentre dans des débats ou des controverses dont nous sommes assaillis régulièrement. On se rend vite compte qu'il est difficile de dire voilà, la solution A est meilleure que la solution B. Si vous prenez par exemple l'huile de palme, si vous rentrez un petit peu dans le cœur de la controverse, vous allez, si vous croisez les dimensions nutrition, santé, environnement, éthique, ça devient un véritable casse-tête. Donc je pense que déjà, cette notion de comportement vertueux ou durable, on a encore beaucoup de progrès à faire et il y a effectivement là aussi un temps pour la penser. Et on peut multiplier les exemples. Si vous reprenez, par exemple, les systèmes aquacoles ont été très sévèrement attaqués récemment dans les médias français avec des reportages chocs. Alors on pourrait dire, bon, bah... Les élevages aquacoles, c'est désastreux pour l'environnement, vive la pêche, mais on sait qu'on a aussi un problème de ressources halieutiques. Et vous avez comme ça une série de débats qu'on pourrait égrener, où je pense qu'on a encore un énorme travail à faire pour évaluer les systèmes et pour ne serait-ce que définir ce qui pourrait être le plus intéressant et le plus vertueux, avant même de savoir comment on va arriver à le mettre en œuvre. Enfin, ça peut peut-être se faire en parallèle, mais il y a aussi cet aspect-là qu'il ne faut pas perdre de vue, quoi. Oui, Tom, bien sûr. Oui, je vais peut-être juste réagir à cette question des inégalités potentielles créées par les alternatives. Je crois
rêver d'un monde sans inégalité et rêver. Donc, peu importe la façon dont le monde sera configuré, il y aura toujours des inégalités. Mais je vais répondre avec une anecdote et avec une chose un peu plus sérieuse. On a fait une étude en Belgique. Enfin, vous savez peut-être que la Belgique, elle est composée de 3 régions, la Wallonie, la Flandre et puis Bruxelles. Et on a fait une analyse comparative en fait des motivations et des attitudes des gens qui rejoignent ce que vous appelez en France les AMAP en fait. On a voulu comprendre pourquoi ils font ça. Et bon, c'est une question extrêmement classique, pas très originale. Ce qui en est sorti est assez intéressant dans le sens que nous avions effectivement les phénomènes type bobo à Bruxelles et en Flandre, donc dans les 2 régions qui sont socio-économiquement plus aisées. Par contre, en région wallonne, qui est un endroit relativement sinistré, qui ressemble en gros à votre Nord-Pas-de-Calais, et encore, je crois que le Nord-Pas-de-Calais, il est mieux situé sur l'échelle de richesse que la Wallonie. La motivation principale que les gens nous sortent quand on les interroge pourquoi vous faites ça, c'est en fait des raisons économiques. C'est pour des raisons économiques en fait. C'est pour avoir de l'accès à une nourriture qu'ils considèrent saine, qui a une connotation saine, à des prix qui ne sont pas au-delà de l'astronomique pour eux. Donc il y a bel et bien ça. Et puis l'anecdote est que je crois qu'il y a des nouvelles formes d'inégalités qui sont en train de se créer. Dans les quartiers riches de Bruxelles, il y a un jardin collectif qui s'est créé récemment, il y a 2 ans, qui a été mené en fait par les jeunes, enfin les adolescents et les étudiants des ménages relativement ou même très aisés. Et ce qu'on a entendu à une des réunions en fait de ce collectif, où tout à coup les parents sont venus aussi par pur intérêt. Enfin, c'était en fait un barbecue si vous voulez, c'était pas vraiment une réunion, donc du coup tout le quartier était là. Et ce que les parents nous ont rapporté en fait est un truc assez bizarre, qui est que ils trouvaient cette façon de faire, cette façon de faire alternative. Extrêmement inégalitaire, parce que eux-mêmes ne pourraient jamais participer à ce genre de choses. Parce que se crée par rapport à l'investissement temps nécessaire à mettre dans ce type d'initiative, en fait, une sorte d'inégalité du temps disponible dans les ménages hyper aisés, auprès des gens qui ont des vies professionnelles très 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 chargées. Et ils n'ont pas accès à ce type de choses. Et visiblement, ils trouvent ça quelque chose qui les désavantage, en fait, une forme d'inégalité. Alors, c'est purement anecdotique, mais ça laisse réfléchir, en fait, au fait que chaque pratique, finalement, chaque mode de consommation crée des inégalités, et on est face à quelque chose de nouveau, donc c'est assez logique d'avoir de nouvelles inégalités qui vont se créer aussi. Bon. Donc, finalement, l'acceptabilité n'a pas l'air évidente. D'abord, ça n'a pas l'air d'être la bonne question. Les consommateurs non plus. Finalement, ce n'est pas très partagé, toutes ces affaires. Comment vous, association de consommateurs, vous vous situez aujourd'hui dans le débat? Vous êtes désormais très associés. J'aimerais bien que tu nous expliques un peu à quel type d'instance qui discute de ces questions tu es associé. Comment tu vois le rôle des associations de consommateurs aujourd'hui? Puisqu'on a d'un côté des initiatives qui émergent de partout. Vous n'en êtes pas des représentants, en de fait. Ce n'est pas vous qui les fédérez. Elles sont là à côté de vous. Elles émergent presque malgré vous. Vous avez des citoyens qui sont capables de voter avec leur porte-monnaie. Donc à quoi vous servez? Et bien sûr, je sais que vous avez des réponses, mais j'aimerais bien t'entendre sur comment tu vois dans le nouveau paysage institutionnel, dans le fait qu'on vous ait beaucoup mis en avant, quel est aujourd'hui le rôle que vous pouvez jouer et quels sont les autres acteurs sur lesquels on peut s'appuyer pour parler au nom des consommateurs. Peut-être 2 mots juste pour rappeler rapidement ce qu'est la CLCV, parce que ça permettra peut-être de cadrer un petit peu les choses. Donc nous, on est une association nationale de défense des consommateurs qui a un petit peu plus de 60 ans d'existence. On compte un petit peu plus de 30 000 adhérents en France. On est sur une dynamique de progression régulière depuis quelques années. En fait, donc CLCV, ça veut dire consommation, logement et cadre de vie, parce qu'on ne fait pas que de la consommation, on est aussi très présent dans le secteur du logement social.
Et cadre de vie, ça renvoie aux préoccupations de développement durable qui font partie un petit peu de l'histoire de l'association depuis son origine. Donc en fait, on a un réseau d'associations locales qui sont présentes sur le terrain, très implantées notamment dans les quartiers d'habitat social, et qui offrent un certain nombre d'appuis, d'informations aux locataires, aux consommateurs qui sont confrontés à des problèmes de consommation, de logement, etc. Voilà brossé à grands traits ce qu'est la CLCV. Et donc notre positionnement, effectivement, c'est vrai qu'on voit émerger un certain nombre d'initiatives qui, pour partie, existent ou ont existé aussi au sein de notre réseau d'associations locales. Ça, c'est quand même important de le dire. Par exemple, les systèmes d'achat direct ou de circuit court avec les producteurs locaux, c'est des choses qui se sont faites à la CLCV depuis l'origine de l'association et qui continuent à se faire localement à certains endroits. Les systèmes de coopératives qu'on voyait ce matin, quelque part, la CLCV, elle est dans cette mouvance-là aussi. C'est-à-dire que l'origine de l'association, c'était des consommateurs qui se regroupaient pour accéder collectivement, c'est un petit peu différent, hein, pour accéder à la société de consommation. Dans les années 50-60, c'était ça l'enjeu. Aujourd'hui, c'est plutôt pour se situer en marge de cette société de consommation. À l'époque, c'était on se regroupe pour pouvoir acheter ensemble une machine à laver. En gros, c'était ça. Mais c'était quand même une démarche de type coopérative. Alors, je pense qu'effectivement, on est très sollicité, on est très consulté par tout un tas de parties prenantes, donc les pouvoirs publics au niveau français, au niveau européen, les parlementaires, le pouvoir exécutif, parce que je pense que ça traduit la prise en compte de tous ces enjeux-là, et ça traduit aussi l'interrogation d'un certain nombre d'acteurs sur comment on peut faire évoluer les modes de production et les modes de consommation pour mieux intégrer tous ces enjeux de durabilité. Donc, il y a, je pense, des gens qui s'interrogent, qui cherchent à faire évoluer des réglementations, à faire évoluer des modes de production. Et donc, on fait partie des acteurs qui sont invités à participer à ce débat-là, puisqu'on a quand même ce contact avec le quotidien des consommateurs, à travers notre réseau, à travers nos adhérents. On connaît leurs préoccupations, on connaît leurs inquiétudes, leurs incompréhensions. Et de ce point de vue-là, pour l'ensemble des acteurs de l'alimentation, c'est intéressant de savoir comment nous, on perçoit les choses. En même temps, ce que tu disais est parfaitement vrai, c'est-à-dire qu'on voit émerger toutes ces initiatives en dehors des associations de consommateurs. Et je pense qu'un des aspects derrière ça, c'est que nous, on est assimilés quelque part à une instance ou une institution, parce qu'on est agréé par l'État, ce qui nous permet un tas de choses, d'agir notamment en justice au nom des consommateurs. Et on est une structure formalisée. Et ce que j'ai entendu, moi, beaucoup ce matin, c'est les groupements informels, c'est-à-dire cette idée qu'on n'a pas besoin de formaliser un collectif, mais qu'il peut se passer quelque chose d'intéressant. C'était notamment, excuse-moi, j'ai oublié le nom, une des démarches qui a été présentée ce matin, c'était cette notion de collectif informel. Donc là, c'est des logiques qui nous perturbent, il faut bien le dire, parce que nous, on est dans le statut associatif qui a, c'est vrai, une certaine lourdeur. Et c'est aussi, du coup, une des difficultés pour nous aujourd'hui, c'est qu'on a du mal à trouver des consommateurs ou des citoyens qui sont prêts à s'investir dans le milieu associatif, avec tout ce que ça implique derrière en termes de gouvernance, de participation à des instances de délibération, de gestion d'une structure formalisée qui doit rendre des comptes, etc. Et ça, c'est vrai que je pense que aujourd'hui, notamment chez les jeunes, c'est quelque chose qui rebute, qui fait peur. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'engagement collectif, mais l'engagement collectif va probablement prendre d'autres formes.
plus spontanée, plus informelle. Et c'est vrai que nous, on a du mal à capter ça, parce qu'on est sur des registres différents. Pour autant, je pense qu'au bout d'un moment, quand on veut agir, puisque nous, on fait du lobbying, on est là pour faire évoluer des pratiques, faire bouger des réglementations, faire bouger des politiques, je pense qu'à un moment, cette dimension institutionnelle de formalisation, de reconnaissance juridique, statutaire, etc., ça devient aussi incontournable. Donc, pour moi, ce n'est pas forcément contradictoire, il y a aussi une complémentarité entre ces deux formes d'engagement. Merci. Bon, il est tard, hein. En fait, on est en train de dépasser l'heure. Je propose quand même de donner un peu la parole à la salle, si vous avez envie de réagir sur un point ou l'autre. Je sais que vous êtes fatigués après cette journée intense, mais il y a quand même 2 micros toujours. Est-ce qu'il y a des réactions ou des volontés? Oui, madame au milieu, avec le pull rouge. Et puis ensuite, je vais prendre plusieurs questions. Geneviève, au fond, ici, à ma droite, Benoît ou Ève. Et puis c'est tout. Voilà, il fallait lever le doigt plus vite. D'abord, on commence par madame en rouge, ensuite Geneviève, ensuite au fond, ensuite Benoît ou Ève. Oui, bonjour, je m'appelle Fatou Planchon, je suis chercheure indépendante. J'ai d'abord une première réaction par rapport à la notion de crise. En fait, bon, on parle souvent de crise, c'est vrai, les crises environnementales, économiques sont largement documentées et on se focalise moins sur la notion de transition. Or, quand on regarde toutes les initiatives qu'il y a actuellement, on peut se dire qu'on est peut-être plus vers la transition que vraiment vers la crise. De fait, la crise, elle est anxiogène, peut-être qu'elle pousse moins à l'action que quand on met le focus sur la transition. C'était ma première réflexion. La deuxième réflexion porte aussi sur la notion de territoire et d'échelle. Comment on peut arriver, par exemple, à, en tout cas, articuler toutes les expériences qui se passent à des échelles très locales pour en faire des modèles économiques à de plus large échelle? Est-ce que les contextes spécifiques à ces échelles-là ne sont pas les plus importantes? Et dans ce cas, quel est le rôle, par exemple, de l'économie locale par rapport à une économie qui est beaucoup plus globale? Et l'asymétrie de pouvoir, la dernière question, ici c'est vrai, on parle de nouveaux modes de consommation qui soient durables, de consommation qui protègent le consommateur, mais quand on voit par exemple en Afrique, si on prend le cas des poulets, hein, les cuisses de poulet sont exportées en Afrique parce que c'est pas sain, donc pour la santé c'est pas très favorable. Ici les consommateurs européens n'en veulent pas, mais il faut protéger aussi une industrie. Donc on préfère les exporter en Afrique pour les consommateurs africains éventuellement qui n'ont pas les moyens nécessaires non seulement pour se poser des questions, qui ont plus besoin de se nourrir. C'était les contributions que je voulais apporter. Merci. Vous pouvez peut-être passer le micro directement derrière à Geneviève. Ah ben là, un micro, parfait. Bonjour, donc Geneviève Le Bihan, nutritionniste de santé publique. Ma question était par rapport donc, au rapport qui a été remis par Serge Ladberg en début de semaine à la ministre de la Santé. Une des mesures qui a été évoquée aussi par l'intervenante précédente, une des mesures qui est évoquée dans ce rapport, c'est de mettre en place un système d'information nutritionnelle unique sur la face avant des emballages des aliments, ce qui s'appelle l'échelle de qualité nutritionnelle du PNNS. En gros, c'est une échelle qui va du vert au rouge, hein, avec 5 niveaux de couleurs, qui vont donc théoriquement aider le consommateur à faire des choix éclairés par rapport à la qualité nutritionnelle des aliments. Et donc, j'aurais bien aimé savoir ce que vous en pensez, est-ce que ça va nous conduire effectivement vers de nouveaux modes de consommation? Est-ce que ça va être accepté par le consommateur français actuellement? D'accord, je continue à prendre les questions et je vous propose de vous préparer à répondre brièvement et de façon pertinente. Monsieur là-haut. Alors, bon, je m'appelle Ibrahim, je suis étudiant en sociologie de l'alimentation à l'ISTIA. Ma question, je l'adresse à M. Francis Akindes. Je voudrais savoir, est-ce que vous pensez que les nouveaux modes de consommation, la consommation alternative, est-ce qu'elle pourrait passer par la reconnaissance du droit à l'alimentation par les États du Sud, qui pourrait assurer au moins
un minimum nécessaire qui est la sécurité alimentaire, et en même temps passer par la valorisation des produits locaux, les légumes feuilles et les céréales locales. C'est la question que je vais vous poser. Merci. Merci. Et on va finir par une question là. Oui, alors c'est une question très courte ou en fait plutôt une réaction à la question de la consommation vertueuse pour dire qu'il y en a quand même une qui existe, c'est de consommer moins. C'est la seule qui soit vraiment vertueuse, et assurément. Donc, des végétaux plutôt que de la viande, par exemple, ça me semble une solution simple et qu'on peut affirmer partout. Bon, vous avez donc quelques questions extrêmement simples. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt parler de transition? Quel peut être le rôle du local, de l'économie locale et quid des asymétries de pouvoir? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Qu'est-ce que vous pensez de cette idée d'afficher en 5 couleurs les échelles de qualité nutritionnelle et puis le droit à l'alimentation, valoriser les produits locaux pour les marchés intérieurs ou réduire tout simplement la consommation? Tom, puis Francis, puis Charles? Oui, alors j'ai le droit de choisir, j'imagine. Bah évidemment, ouais. Comme ça c'est plus facile. Et après je vérifierai quand même qu'on a bien répondu à tout. Mais par rapport à la première question, transition ou crise, je crois que ça dépend en fait de l'entendement qu'on a de ce qu'est une transition. Moi je suis très proche géographiquement, spatialement des Pays-Bas, et là-bas on pratique actuellement de manière quasi industrielle au niveau de l'acteur public quelque chose qui s'appelle la gestion de la transition, transition management, qui repose largement en fait sur une sorte d'application grand format de la théorie de l'innovation et qui pose en fait tout le débat dans un entendement qui est assez différent en fait, dans d'autres termes, qui parle de ce que nous on appelle ici les alternatives comme étant des niches, qui parle de tout ce qui est déterminé de manière forte au niveau sociétal comme étant le paysage, et puis entre les deux vous avez ce qu'on appelle le régime, à savoir la façon normale, habituelle de faire. Et les gens qui font les études, enfin qui ont fait les études, qui sont derrière ce type de façon, ce type de gouvernance de l'action publique, mettent en avant que une des façons d'amener des niches au niveau du régime, à savoir de créer cette masse critique autour de ces alternatives, sont des moments de crise. Alors ça peut être des crises exogènes, des guerres, des trucs de cet ordre-là, mais ça peut aussi être des crises de représentation en fait de l'objet qui fait objet de l'échange. Je ne vais pas répondre à la question sur l'étiquetage parce que je ne suis pas suffisamment compétent. Par contre, sur l'idée de suffisance, oui, je crois, on a effectivement... Le problème aujourd'hui, je crois, c'est pas de reconnaître que la suffisance est finalement la seule. Et finalement, la meilleure façon d'agir. Le problème, c'est d'arriver à inventer une forme de gouvernance de la suffisance. En fait, une action politique de la suffisance. C'est ça qui est difficile, en fait. On a en Belgique, en fait, on a eu l'année passée, on a eu un espèce de gros élan en fait vers une diminution de la consommation de la viande. Je sais bien que c'est pas de la suffisance, mais c'est quelque chose d'assez bizarre et innovant parce que c'était consommé moins. C'était pas consommé autrement, mais c'était consommé moins. Et comment est-ce qu'on arrive à amener ça auprès des consommateurs, auprès des citoyens? Et l'acteur public a eu un mal fou en fait d'imaginer la façon de faire pour arriver à faire consommer moins. Et une des façons qu'une des villes en fait, Gand en Flandre a répondu à cet appel, c'est qu'ils ont créé ce qu'aujourd'hui fait un peu le tour du monde. En français, comment ça va? En anglais, c'est Veggie Thursday. C'est les jeudis végétariens, quelque chose de cet ordre-là, qui est en fait une façon de dire, voilà, jeudi, vous consommez pas de viande, pas de poisson, vous consommez juste des légumes et des fruits. Et ça a été au niveau micro-local, donc j'ai dit au niveau d'une ville, ça a été un succès énorme. Alors qu'au niveau fédéral, donc au niveau notre niveau national,
Les actions qui ont été mises en œuvre pour arriver à consommer moins ont été en fait des échecs assez sérieux. Donc l'acteur public, visiblement, il n'a pas encore réellement inventé les façons de faire pour consommer moins. La reconnaissance, est-ce qu'il ne faut pas passer par la reconnaissance du droit à l'alimentation? Je vais parler sous le contrôle de la collègue juriste. Le droit à l'alimentation, c'est le droit de la 3e génération. Est-ce que c'est des droits créances? Enfin, je n'ai pas l'impression que ce soit des droits créances. Et n'empêche, les États le reconnaissent. Mais quels sont ces droits qu'on reconnaît et qu'on n'a pas les moyens de rendre effectifs? C'est ça le problème. Pouvoir rendre ces droits effectifs, c'est là que se situe le problème. Valorisation des produits locaux, tous les pouvoirs publics en Afrique le savent. Il y a bien des années, depuis des années qu'on parle de valorisation des produits locaux. Mais on n'a jamais réussi à rendre effectif ce projet de valorisation. Écoutez, pourquoi voulez-vous qu'on valorise du riz local ou qu'on en produise quand il y a des intérêts liés à l'importation ou riz importé? Vous voyez, les choses sont extrêmement complexes. C'est pourquoi le statut de l'État, même dans ces sociétés, quand l'État est privatisé, dans ces sociétés, il cesse d'être un instrument de régulation, notamment sur les problèmes alimentaires. Oui, donc rapidement sur le passage de l'échelle locale à l'échelle globale. Moi, je me demande si c'est finalement la bonne façon de poser la question, parce que si vous avez une alternative qui se développe au niveau local, si vous imaginez la transposer au niveau global, c'est pas juste un changement d'échelle, ça devient un changement probablement de nature et c'est plus du tout le même système. Donc, à mon avis, la question, c'est comment faire évoluer le système ou les systèmes globaux dominants. Mais imaginez que le système local, c'est une de ses caractéristiques essentielles, c'est qu'il est local, justement, va pouvoir s'amplifier et se globaliser. Je pense que ça ne peut pas vraiment fonctionner comme ça. C'est autre chose qu'il faut imaginer. Sur la question de l'étiquetage nutritionnel et de l'acceptabilité par les consommateurs, on a fait pas mal d'études, nous, sur des prototypes d'étiquetage et leur perception par les consommateurs. En gros, les conclusions, c'est qu'aujourd'hui, c'est effroyablement complexe, technique, et que le consommateur lambda n'est pas armé pour décrypter l'information nutritionnelle, y compris celle qui va devenir obligatoire là d'ici quelques mois. Et que donc on a besoin d'inventer des systèmes d'aide à la décision et de simplifier les choses. Donc la proposition que vous évoquez du professeur Erkberg va dans ce sens-là. Et du coup, moi je pense que l'acceptabilité, elle ne se pose pas du point de vue des consommateurs, elle se pose du point de vue évidemment de l'industrie agroalimentaire qui, on peut l'imaginer, va être vent debout contre cette proposition. Donc l'obstacle, il se situe évidemment à ce niveau-là. Et tous les débats qu'on a eus sur l'amélioration de l'étiquetage nutritionnel au niveau français et européen ont montré que tous ces systèmes destinés à aider à l'interprétation de l'information font l'objet d'une opposition très virulente de l'industrie. Ensuite, sur l'aspect la consommation vertueuse, la seule qu'on connaisse, c'est celle qui consiste à moins consommer. Je joue un peu le rôle du poil à gratter, mais imaginons que je décide de consommer beaucoup de chocolat équitable. À la limite, je rends service aux producteurs de cacao de Côte d'Ivoire. Donc, la question de consommer moins, c'est pas forcément un avantage sur tous les aspects et pour tous les acteurs. Donc, ce que je pense aussi, c'est que l'alimentation, c'est aussi, on l'a dit, du plaisir, de l'affectif, et donc tout le monde n'est pas forcément suffisamment aujourd'hui engagé et militant pour consentir à se priver un peu pour la planète. Je pense que, enfin bon, ça c'est mon point de vue, mais... Ah, d'accord. Bon,
Heureusement que Geneviève, qui me succède, va faire une grande synthèse de la journée. Ça va être très facile pour toi, Geneviève. Juste pour essayer de retenir quelques éléments de ce que vous nous avez dit, je vais repartir du terme que Thomas a utilisé au départ en parlant de crise. En chinois, crise, c'est le double acronyme danger et opportunité. Donc il y a bien danger, il y a bien risque. Mais vous nous dites qu'en fait, il n'est pas perçu partout du tout de la même façon, qu'en plus de ça, on n'est même pas sûr de ce que c'est que ce risque, puisque c'est controversé. Et puis, vous nous dites aussi que ce risque, il est construit. Il est construit et entretenu. On sait très bien qu'un des moteurs de la consommation, c'est la peur. Et que plus vous allez faire peur sur tous les problèmes du monde, plus vous allez faire consommer. Et que c'est un des grands moteurs de la consommation. Donc ça, c'est la partie danger. La partie opportunité, c'est que vous dites qu'il y a une multitude d'initiatives qui germent partout. La question quand même que pose Francis à propos du rythme de la pensée ou du temps de la pensée, c'est est-ce que les régulations dont elles sont porteuses, est-ce que les contre-propositions dont elles sont porteuses émergent suffisamment vite par rapport aux changements qu'elles sont censées réguler? Le changement climatique va plus vite aujourd'hui que ce qu'on imaginait qu'il irait il y a 10 ans. L'obésité dans les pays du Sud a été incroyablement rapide en croissance. La question est est-ce que les alternatives qui foisonnent partout ont une capacité de réguler à temps les changements qui s'opèrent? Et donc la question de ces décalages des rythmes, de ces temps du changement à différents niveaux qu'il faut peut-être penser. Et puis, bon, pour conclure, finalement, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de consommer autrement ou consommer mieux, c'est quand même le grand leitmotiv, et ça arrange un peu tout le monde puisque ce sont des nouvelles sources de profit finalement et de nouveaux attributs. Et donc la proposition, et ça c'est peut-être à mettre véritablement en débat pour un autre colloque de la chaire UNESCO, c'est tout simplement consommer moins, voire sortir de la consommation. Bon, je propose maintenant à toi, Geneviève, de tenter la grande synthèse de la journée. Donc, Damien, tu présentes Geneviève. Et je vous remercie.